Moi, je suis Pierre Saliou, je suis le président de l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Laurent Debarbieu, pardon, excusez-moi, veuillez m'excuser, hein, qui est un grand spécialiste des bactériophages. Et vous avez vu le titre de sa conférence, les bactériophages thérapeutiques, pourquoi et comment. Monsieur Debarbieu est directeur de recherche de l'Institut Pasteur dans le service de microbiologie. Je pense que ça suffit pour vous présenter. Hein, et donc je vous passe avec plaisir la parole. Mais au préalable, s'il vous plaît, et instamment, parce que c'est très désagréable pour l'ensemble des auditeurs, hein, vous éteignez vos micros. Vous éteignez vos micros. Et ensuite, vous aurez tous la parole. Et donc là, les uns après les autres, vous pourrez les rouvrir. Merci, merci mille fois, parce qu'on a souvent du mal à obtenir le silence. On ne recherche pas le silence, mais c'est très désagréable. Si, on cherche le silence pour bien entendre le conférencier. Donc merci, et je vous passe la parole. Merci à vous d'être connectés et de nous rejoindre pour cette conférence. Alors, le titre, comme on vous l'a précisé, sur les bactériophages thérapeutiques. Et pourquoi, comment? Alors pourquoi, c'est la première question qui est affichée ici, qui est en fait le problème majeur de la résistance donc, aux antibiotiques. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est arrivé à une échelle de temps où le nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques est de plus en plus important et cause des infections qui sont de plus en plus difficiles à traiter. C'est une constatation qui a été bien mise en éveil par l'Organisation mondiale de la santé, qui aujourd'hui a tiré la sonnette d'alarme pour vraiment mettre en exergue le fait qu'on manque aujourd'hui de nouveaux antibiotiques, et donc face à la montée de plus en plus importante de la résistance, il nous faut trouver donc de nouvelles solutions. Alors les nouvelles solutions, bon, en fait, elles viennent du passé en ce qui concerne pour cet exposé, et vous voyez qu'on passe directement d'un extrême à l'autre, où actuellement on n'est plus dans l'hypothèse de pouvoir mettre en place un nouveau traitement, mais dans la réalité de traitements qui ont lieu très récemment en Belgique et aux États-Unis, où vous pouvez découvrir les références, donc des articles qui rapportent ce traitement, de patients qui étaient placés dans des situations d'infection non traitables par les antibiotiques. Et face à ces impasses thérapeutiques, certaines équipes ont essayé avec succès l'utilisation des bactériophages pour pouvoir traiter ces patients. En France, nous ne sommes pas en reste, même si ce n'est pas encore publié dans les journaux scientifiques. Quelques patients ont été traités en 2016-2017 et ce nombre augmente tout doucement, certes, mais il augmente à l'heure actuelle. Alors on va balayer à travers cet exposé tout ce qui se cache derrière en fait, l'efficacité du traitement des bactériophages, de la définition de ce qu'est un bactériophage jusqu'aux paramètres qui permettent de définir leur utilisation thérapeutique. Alors encore une échelle de temps pour replacer le contexte de la découverte, donc à la fois des bactériophages mais aussi donc, de la phagothérapie, donc l'utilisation thérapeutique des bactériophages. C'était une proposition qu'a effectuée Félix Derel alors qu'il travaillait à l'Institut Pasteur ici même à Paris. Et cette proposition a été formulée dans un article publié en 1917. Vous voyez qu'on célèbre actuellement les 100 ans de la publication de cet article fondateur donc, de l'utilisation thérapeutique des bactériophages. Alors, si on regarde sur cette échelle de temps la découverte des antibiotiques et l'avènement des résistances, on s'aperçoit que le cas particulier de la phagothérapie, ça a été en fait la découverte et la proposition avant même la découverte des antibiotiques, et aujourd'hui un retour en force de cette stratégie, alors que dans le cœur des années 60, 80, 90, on a régulièrement abandonné cette approche thérapeutique. Alors, l'autre particularité de la phagothérapie au début du XXe siècle, c'est sa spécificité. C'est le premier traitement antibactérien qui cible les bactéries. Ce n'est pas un traitement qui générique et va stériliser une plaie ou soigner une infection. C'est un traitement qui est dirigé vraiment contre les bactéries. Quelque chose qui était quand même tout à fait novateur à l'époque.
Alors c'est un traitement qui s'est beaucoup développé en Europe de l'Est, avec notamment un centre en Géorgie qui est toujours actif et qui permet à certains patients d'être traités. On a un deuxième centre de traitement actif actuellement en Pologne, donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas complètement abandonné, mais ça reste des exceptions par rapport au reste des pays où aujourd'hui il n'y a pas d'autorisation officielle à utiliser les bactériophages, si ce n'est une initiative en Belgique qui vient d'être publiée il y a quelques semaines sur le fait que certains patients peuvent officiellement demander maintenant le traitement par phagothérapie. Alors, qu'est-ce que sont les bactériophages? Les bactériophages, en fait, ce sont des virus. La définition même de ce qu'est un bactériophage, c'est un virus, qui a la particularité de n'infecter que les bactéries. Alors, vous voyez ici donc différentes représentations morphologiques des virus qu'on a pu décrire dans la nature, et une grosse majorité des virus qui affectent les bactéries sont regroupés dans cette famille qu'on appelle la famille des colovirales, pour ce qu'on appelle des phages qui ont une tête et une queue. En fait, vous avez ici un agrandissement de l'un de ces bactériophages types, qui est le bactériophage T4, qui affecte la bactérie Escherichia coli. Et on retrouve le module qu'on appelle la capside, qui contient le matériel génétique du bactériophage, et ici un module protéique qui permet sa reconnaissance donc, de la bactérie cible pour pouvoir procéder avec son cycle d'infection. Une des choses qui est extrêmement importante à percevoir dans le monde des bactériophages, c'est leur abondance dans l'environnement. Il y a vraiment des bactériophages partout sur la planète, et le symbole ici, c'est pour indiquer que globalement, en termes donc de numération, de quantité, lorsqu'on mesure la quantité de bactériophages présents dans un verre d'eau de mer, eh bien on retrouve autant de bactériophages que d'humains sur la planète. Donc on va parler de 7 milliards de bactériophages dans un verre d'eau de mer. Vous voyez qu'en termes de ressources biologiques, on est sur une des entités les plus abondantes sur Terre. Ce qui a une conséquence assez importante sur le fait que les bactériophages sont capables d'exercer une pression sur les populations bactériennes, une pression qui est assez continue. Alors on peut symboliser cette pression à travers ce schéma, avec un deuxième paramètre très important, à côté du fait que les bactériophages soient nombreux, ils sont aussi très spécifiques. Un bactériophage ne va infecter que certaines bactéries. Vous voyez ici qu'expérimentalement, des bactériophages, ici vous avez 4 lignes de bactériophages qui sont capables d'infecter cette souche de Pseudomonas aeruginosa. Les mêmes solutions ont été déposées sur une autre souche de Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez que seulement 2 sur les 4 sont capables d'infecter cette souche. Et puis une troisième souche de Pseudomonas ici, où aucun des bactériophages testés n'est capable d'infecter cette bactérie. Tout ça, c'est à l'intérieur de la même espèce, Pseudomonas aeruginosa. Et donc vous voyez, symboliquement, vous avez le phage jaune qui est capable d'infecter la bactérie jaune, le phage rouge est capable d'infecter la bactérie rouge, mais on ne va pas avoir des infections croisées. C'est quelque chose qui est extrêmement spécifique. Si on résume ici ce schéma, c'est un schéma sur lequel on va avoir, dans une niche écologique donnée, la possibilité pour une bactérie de croître dans cette niche, de se développer, et d'augmenter la probabilité de rencontre avec un phage qui est capable de l'infecter. Ce qui va se passer ici. Une fois que cette probabilité de rencontre est atteinte, le phage va pouvoir infecter la bactérie, la détruire, et donc envahir la niche écologique dans laquelle il va se multiplier. Cette niche écologique va être dépourvue de bactéries jaunes, ça va donc laisser la place à une bactérie rouge qui, elle, n'est pas infectée par le bactériophage jaune, et elle va donc pouvoir augmenter en population. L'augmentation de cette population va augmenter la fréquence de rencontre entre le bactériophage rouge qui est capable d'infecter la bactérie rouge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a cette évolution dynamique, cette coévolution dynamique entre les deux espèces qui sont antagonistes, puisque le phage veut tuer la bactérie a pour mission de résister à l'attaque par le bactériophage. Alors d'un point de vue schématique, comment le bactériophage infecte la bactérie? Vous avez une première étape ici de reconnaissance spécifique, on l'a déjà vu avant. Cette reconnaissance, une fois qu'elle est enclenchée, permet l'injection du matériel génétique du bactériophage dans la cellule bactérienne, et ce matériel génétique va alors prendre possession de la bactérie. On a décrit dans la littérature deux types majeurs de bactériophages, des bactériophages qu'on appelle virulents, qui vont utiliser ce qu'on appelle une voie ici lytique, et puis des bactériophages tempérés, qui vont utiliser une voie lysogénique. Alors la voie lytique, c'est la voie la plus simple et la plus courante dans les bactériophages qu'on rencontre dans l'environnement, c'est-à-dire que le matériel génétique du bactériophage va prendre possession des enzymes et des mécanismes intracellulaires de la bactérie,
pour pouvoir synthétiser les nouvelles copies donc, de bactériophages. Et à la fin de cette multiplication des bactériophages, la bactérie sera détruite et les bactériophages seront relargués dans l'environnement. En ce qui concerne les bactériophages tempérés, au lieu d'entamer ce cycle lytique, ils vont commencer par une étape de l'isogénisation où le matériel génétique du bactériophage va s'insérer dans le chromosome bactérien de la bactérie et va rester à ce moment-là silencieux. La bactérie va pouvoir survivre à cette infection et se multiplier avec l'addition dans son génome de cette information génétique. Sous certaines conditions, éventuellement, ce matériel génomique du bactériophage, qu'on appelle un prophage, peut éventuellement s'exciser et permettre au bactériophage d'entamer un cycle lytique qui va produire de nouveaux bactériophages qui vont se disséminer à leur tour dans l'environnement, permettant à ces bactériophages tempérés de se disséminer. Donc on a vraiment deux familles, et pour ce qui concerne en particulier l'utilisation thérapeutique, on va se concentrer essentiellement sur des bactériophages dits virulents, puisque ces bactériophages ne possèdent pas d'équipement enzymatique permettant de faire ici des événements de recombinaison avec le matériel génétique des bactéries, ce qui serait éventuellement un problème lors de l'utilisation thérapeutique. Alors au laboratoire, la caractérisation des bactériophages est quelque chose qui est extrêmement simple au point de départ, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser des boîtes de pétri et de visualiser des plages de lys sur des boîtes de pétri, quelque chose que Félix Derel a déjà visualisé il y a 100 ans, donc on n'a pas changé la technologie de la première étape, qui est de l'isolement des bactériophages sur des boîtes de milieux sélectifs. Et puis après, les technologies nous ont permis, d'avancer les techniques au cours des années, nous ont permis d'avoir accès à la microscopie électronique, nous permettent de faire des évaluations dynamiques en temps réel de l'interaction entre le phage et la bactérie, des études sur les acides nucléiques, des études protéomiques, et puis couramment aujourd'hui, on séquence complètement le génome des bactériophages pour pouvoir mieux identifier les espèces virales avec lesquelles on va pouvoir travailler. Alors au laboratoire, on a développé deux différents modèles pour pouvoir répondre aux questions et résoudre l'équation en fait, thérapeutique qui consiste à utiliser un bactériophage qui va cibler une population bactérienne, cette population bactérienne causant une infection dans le modèle animal. Et on va voir à travers les diapos suivantes deux modèles d'infection pulmonaire causés par Pseudomonas aeruginosa ou Escherichia coli, et puis des notions plus écologiques sur les populations bactériennes qui sont présentes dans le tube digestif. Alors le premier modèle d'infection pulmonaire est un modèle d'infection aiguë causée par Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez qu'une dose infectieuse appliquée aux souris par voie intranasale provoque le décès des souris en 48 heures. Donc très rapidement, les souris vont décéder de cette infection bactérienne. Par contre, lorsqu'on prend des souris qui sont traitées par différentes doses de phage, on voit qu'une faible dose de phage permet de décaler le décès. Par contre, une dose plus forte permet d'obtenir une survie complète des animaux qui ont été infectés par les bactéries. Alors, on a pu, grâce aux technologies, avoir une vision un peu plus dynamique de l'aspect thérapeutique du bactériophage lorsqu'on utilise une bactérie qui produit de la lumière. Donc on peut regarder chez l'animal vivant l'évolution de l'infection au cours du temps. Vous voyez ici le groupe contrôle, où les bactéries ont été appliquées par voie intranasale au temps 0. On a pris une première image au temps 2 heures, et puis après une image toutes les 2 heures. Et on voit bien qu'au cours du temps, l'infection se développe au niveau pulmonaire. Dans un deuxième groupe, on a effectué le même type d'infection, mais au point 2 heures, après avoir pris cette image, on a appliqué un traitement avec le bactériophage, toujours par voie intranasale. Et on a pris des images aussi 2 heures après, et suivant le même timing. On s'aperçoit qu'à 4 heures, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux groupes, mais dès 6 heures, c'est-à-dire 4 heures après le début du traitement, on voit que l'infection pulmonaire est déjà réduite par rapport au groupe contrôle, et elle est complètement jugulée après 6 heures d'interaction, ce qui montre à quel point l'efficacité du traitement peut être assez rapide. Alors, ces expériences ont été menées dans un contexte où les animaux sont sauvages par rapport à leur système immunitaire, c'est-à-dire que en même temps que l'efficacité du bactériophage va pouvoir donc, cibler les bactéries, le système immunitaire de la souris va aussi jouer son rôle. Et l'une des questions
qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la part des deux, quelle est la part du bactériophage qui va tuer les bactéries, quelle est la part du système immunitaire qui va aussi prendre en charge l'infection bactérienne. Alors, quand on regarde l'efficacité du traitement par les phages, on peut contrôler et mesurer les quantités des espèces qui sont en jeu. On voit ici, dans le groupe des animaux non traités versus le groupe des animaux traités, la quantité de bactéries diminue puisque le bactériophage a tué ces bactéries, ça c'est le traitement. On voit en effet que de manière corrélaire, la quantité de bactériophage augmente au cours du temps. On a bien la séquence classique du bactériophage qui s'amplifie au détriment de la population bactérienne. Et quand on regarde ici donc, les paramètres inflammatoires donc, des poumons chez les animaux qui ont été infectés et traités, on s'aperçoit que les animaux qui ont été traités ont une réponse inflammatoire qui est beaucoup plus réduite que la réponse chez les animaux qui n'ont pas été traités, ce qui est logique par rapport au fait qu'il y a moins de bactéries qui causent l'infection. On peut aussi avoir documenté au niveau histologique, on voit ici une coupe de poumons d'animaux qui ont été infectés et traités. On voit très bien que les tissus sont endommagés, mais très peu par rapport à des tissus qui sont infectés. On peut aussi contrôler la quantité et la localisation des bactéries chez les animaux qui ont été infectés et traités. Il y en a très peu par rapport au contrôle qui n'a pas été traité, alors que le poumon sain, bien sûr, n'a pas de bactéries Pseudomonas aeruginosa dans les poumons. Alors, je vous l'ai dit il y a juste quelques minutes, l'une des grandes questions maintenant, c'est de savoir quelle est la partie prenante de l'efficacité du bactériophage par rapport à l'efficacité de la réponse immunitaire chez ces animaux, puisque ces animaux sont immunocompétents. Vous savez tous que le système immunitaire peut être divisé en deux grandes voies, la réponse innée et la réponse adaptative, qui font appel à un jeu assez important de cellules immunitaires qui sont toutes différentes les unes des autres, et des recherches actuellement découvrent encore de nouveaux types cellulaires, donc c'est un domaine en pleine expansion. Et pour pouvoir essayer de mieux comprendre quelle est la partie prenante donc, du système immunitaire versus l'importance du bactériophage, on a repris notre modèle d'infection pulmonaire dans lequel on peut mesurer la dynamique de l'évolution de l'infection grâce à la mesure de la luminescence. On peut bien évidemment regarder la survie des animaux donc, traités, ils survivent tous, non traités, les animaux décèdent. Et en termes de dynamique, on peut contrôler et mesurer la quantité de lumière au cours du temps. On voit que la quantité de lumière chez les animaux non traités augmente, alors que chez les animaux traités augmente au début, puis après diminue, puisque le traitement est efficace. Donc là, à l'aide de ces outils, on a essayé de mettre un peu plus de définition sur la partie prenante entre les phages et le système immunitaire. Et on a entamé un travail collaboratif avec une équipe aux États-Unis, une équipe donc de mathématiciens, qui est capable de modéliser des équations derrière chacun des composants de cette interaction tripartite entre le phage, la bactérie et le système immunitaire. On sait que le phage va infecter la bactérie, on sait que la bactérie va essayer de se défendre contre le phage. De même, on sait que la bactérie va infecter l'autre, mais le système immunitaire peut défendre l'autre contre la bactérie. Donc on a des relations entre ces différents composants, et on peut essayer de modéliser ces différentes interactions à travers donc, ces équations mathématiques. Alors on a, au cours de ce travail, fait en parallèle les expériences expérimentales et le développement du modèle mathématique pour implémenter l'un avec l'autre. Alors l'une des premières questions à laquelle on a essayé de répondre, c'est la partie prenante de la réponse innée au cours de l'infection et du traitement par le bactériophage. Et pour pouvoir poser la question de l'implication du système inné, on a utilisé des souris qui sont invalidées pour le gène MYC88. Le gène MYC88 étant une protéine, codant pour une protéine, qui est centrale en fait dans l'événement de signalisation de différents types de stimuli qui sont spécifiques des bactéries ou des virus et qui passent tous par cette protéine centrale MYC88. Donc pour faire ça, une souris qui est invalidée pour ce gène MYC88 n'est pas capable en fait de reconnaître le pathogène, donc la bactérie infectieuse, et ne va pas mettre en route une réponse spécifique contre ce pathogène. Alors lorsqu'on utilise ce type d'animaux, on s'aperçoit que le traitement de type phagothérapie ne fonctionne pas très bien puisqu'on a une très faible augmentation de la survie, on passe de 25 à 30%, ce qui montre qu'on a vraiment besoin du système inné pour obtenir dans les souris qui sont sauvages
une réponse qui est totalement efficace. Et là où on a été assez surpris, c'est de s'apercevoir qu'au cours du temps, on peut regarder sur le groupe d'animaux qui ont été infectés et traités, on voit bien que l'infection commence, puis est jugulée, puisque ici la quantité de lumière correspondant à la quantité de bactéries est réduite au point 24 heures, et par contre au point 48 heures, la quantité de bactéries continue. Donc on a bien une évidence ici que le bactériophage est capable de jouer son rôle, de tuer la bactérie et de réduire la population bactérienne infectieuse, mais ici, on sait très bien que ce qui repart, hein, les bactéries qui ont la possibilité d'infecter le poumon, ce sont en fait des bactéries qui sont devenues résistantes à l'action du bactériophage. Et c'est parce que le système immunitaire est absent que ces bactéries ont l'opportunité de développer l'infection au point où les animaux vont décéder. Pour faire la suite du travail sur donc, le rôle du système immunitaire, on a pu mettre en phase donc, de cet événement où on avait une efficacité du phage, puis une croissance d'une population bactérienne qui est résistante au bactériophage. On a pu mettre en face une équation qui prend en considération cette population de bactéries qui est résistante au bactériophage et qui va conduire au décès des animaux. On retrouve ici la population des bactéries qui sont sensibles au bactériophage et qui sont donc traitées par l'action du phage. Le nombre de phages augmente au cours du temps puisqu'il est capable de s'amplifier sur les bactéries sensibles. Et ici, on a une ligne qui correspond au système immunitaire qui n'est pas stimulé, donc qui ne varie pas au cours du temps et qui ne joue pas son rôle dans ce type d'animaux qui est immunodéficient. Donc, on a pu conclure sur cette première étape que l'efficacité de la phagothérapie chez l'animal sain, elle retient sur une synergie entre l'action du phage contre les bactéries et l'action du système immunitaire aussi conjointement contre les populations bactériennes. Alors, la question suivante, c'était quelles sont les populations des cellules immunitaires qui sont importantes dans cette synergie et avec l'utilisation d'une deuxième modèle animal qui est invalidé pour les gènes donc, RAC2 et R2, qui va permettre donc d'invalider la production de lymphocytes. On a pu poser la question, est-ce que ces populations lymphocytaires sont importantes pour l'efficacité de la phagothérapie? Et la réponse est claire, ces populations ne sont pas du tout impliquées dans la synergie entre le phage et le système immunitaire, puisque tous les animaux survivent au traitement imposé chez ces animaux invalidés pour la synthèse de lymphocytes. Donc clairement, cette population n'est pas impliquée, ce qui derrière nous a conduit à aller rechercher d'autres populations immunitaires, et en particulier, on s'est concentré sur les neutrophiles, qui sont l'une des premières cellules immunitaires qui répondent lors d'une infection pulmonaire. Et là, en effet, on a mis le doigt sur la population importante, puisqu'on retrouve dans des souris qui sont neutropéniques, où on a déplété tous les neutrophiles de la souris, on s'aperçoit que le traitement par bactériophage n'est absolument pas efficace. Et donc, on met le doigt sur l'importance des neutrophiles dans cette coopération entre les populations de bactériophages et le système immunitaire. Et là où l'apport des modèles mathématiques est important, c'est qu'on va pouvoir maintenant qu'on a réussi à développer les équations qui correspondent aux observations expérimentales qu'on a pu effectuer, on peut jouer sur les chiffres qui sont derrière ces équations, et on a pu ainsi déterminer que environ 50% d'un système immunitaire normal était suffisant pour pouvoir obtenir un traitement par phagothérapie qui était efficace. Donc ça souligne en fait ici l'importance de prendre en considération l'état immunitaire des patients qui vont être exposés à une future phagothérapie. Alors on va changer un tout petit peu de sujet, on va toujours rester dans le poumon, comme vous pouvez le voir sur cette image. On va rester avec le même système d'observation et de quantification de l'affection au cours du temps, mais on va changer de pathogène et on va s'intéresser aujourd'hui ou maintenant à la souche Escherichia coli. Vous savez certainement qu'Escherichia coli est l'une des bactéries pour lesquelles on a le plus de problèmes d'antibiorésistance au cours des années. Le nombre de souches résistantes augmente de manière dramatique. Et on s'est posé la question si, en effet, dans le système d'infection pulmonaire qu'on a mis au point en laboratoire, on pouvait aussi regarder l'efficacité des bactériophages, et non seulement l'efficacité des bactériophages, mais comparer
cette efficacité au traitement de référence qui est un traitement par les antibiotiques. Alors on retrouve ici une mesure de la lumière au cours du temps. Sur le groupe non traité, on voit que la lumière augmente du cours du temps et se traduit par un décès des animaux. Par contre, dans les deux groupes qui sont 1 traité au phage, 2 traité avec un antibiotique, on s'aperçoit que les animaux sont bien infectés, mais la dose infectieuse est contrôlée. On remarque aussi ici sur le suivi du poids des animaux, où on voit que les animaux perdent du poids pendant 3 jours, puis après regagnent du poids parce que justement l'infection a été traitée. Et donc sans surprise, le traitement par le bactériophage ou l'antibiotique permet la survie complète des animaux dans ce modèle expérimental. On a aussi regardé quelles étaient les conséquences donc, du traitement donc, des bactériophages et des antibiotiques sur le relargage et sur la production d'endotoxines. Quand les bactéries sont lysées, certaines endotoxines vont être relarguées et éventuellement vont pouvoir causer une certaine inflammation. Or, en comparant deux types de bactériophages différents avec à la fois des bêta-lactames et un autre antibiotique qui est l'amicacine, un autre type d'antibiotique, on a pu observer clairement que la quantité d'endotoxines relarguées par les bactériophages, ici en jaune, était du même niveau que la quantité d'endotoxines relarguées par l'amicacine et était bien inférieure au niveau d'endotoxines relarguées par les bêta-lactames, donc clairement montrant que l'activité des bactériophages était aussi inoffensive que l'activité des antibiotiques. Il n'y avait pas de raison scientifique de considérer que les bactériophages feraient pire, entre guillemets, que les antibiotiques. Alors, il y a une autre question derrière l'aspect innocuité, c'est est-ce que les bactériophages eux-mêmes vont être capables de solliciter une réponse immunitaire. Et on a regardé chez donc, les animaux qui ne sont pas infectés par une bactérie, si le poumon des souris pouvait éventuellement contenir des cytokines qui traduiraient une activité et une réponse contre les bactériophages. On s'aperçoit que globalement, on n'a pas de réponse significative des bactériophages vis-à-vis du niveau de ces cytokines, donc confirmant que ces bactériophages ne vont pas induire une réponse majeure dans le poumon et donc confirmant ainsi leur innocuité. Alors dans une deuxième partie, on va s'intéresser maintenant à un environnement un peu plus complexe en termes de microbiologie, qui est le tube digestif dans lequel on a des populations bactériennes extrêmement abondantes et extrêmement diversifiées. Vous savez tous maintenant que le microbiote intestinal est composé de 10 puissance 11, 12, 13 bactéries, mais certainement un peu plus de 1000 espèces bactériennes différentes. Et donc l'une des questions, c'est dans cette diversité de population bactérienne, comment le bactériophage va pouvoir trouver la bactérie qu'il doit infecter. Donc, des données récentes sur les microbiomes ont révélé aussi que, à côté de cette population bactérienne dans le tube digestif chez l'homme, on a aussi une population virale qui existe, qui coexiste avec ces bactéries. Et dans cette population virale, on s'aperçoit que les bactériophages représentent la plus grande partie. On retrouve ici donc la totalité des séquences virales qu'on retrouve dans un microbiote intestinal. On voit qu'un peu moins de 20% correspondent à des virus eucaryotes. 25 à 30% correspondent à des phages qui sont déjà connus. Mais on sait depuis que ce qui reste ici, c'est-à-dire un gros 50%, c'est essentiellement des bactériophages qui n'ont pas encore été découverts. Et donc, ces séquences génomiques ne sont pas en fait identifiables actuellement, mais elles sont très certainement, correspondent très certainement à des bactériophages. Donc, on définit aujourd'hui ce qu'on appelle le phagome, c'est-à-dire l'ensemble des phages qui sont présents dans les environnements intestinaux. Et plus récemment encore, on a pu faire un catalogue donc, des bactériophages qui sont présents chez l'homme, donc on appelle ça donc, ce phagome chez l'homme sain. Mais d'autres études ont pu déjà comparer les populations bactériennes et les populations virales chez des patients et chez des personnes saines. Et les patients en question ici, dans cette étude, sont des patients qui sont donc victimes d'inflammation du tube digestif, que ce soit la maladie de Crohn ou des colites ulcératives. Et les observations qui ont été effectuées, c'est de s'apercevoir que chez ces patients,
la diversité microbienne est réduite à cause de leurs conditions d'inflammation intestinale, mais par contre, la population de bactériophages s'est beaucoup diversifiée. Et donc on a une dichotomie ici entre les populations virales et les populations bactériennes, qui n'est pas encore résolue à l'heure actuelle, et qui montre à quel point la connaissance sur ces populations virales dans le tube digestif a besoin de progresser pour qu'on puisse mieux comprendre comment ces deux populations antagonistes réagissent et interagissent au sein du tube digestif. Alors on est dans cette situation avec beaucoup de bactéries, avec beaucoup de bactériophages, et on est un peu au milieu en train de se poser la question comment ces deux populations en fait coexistent et quelles sont les conséquences l'une sur l'autre. Alors au laboratoire, on ne peut pas travailler sur des populations qui sont aussi diversifiées, puisque la plupart des phages, on peut en séquencer des informations génomiques, mais on ne peut pas vraiment travailler avec au laboratoire. Donc au laboratoire, on va simplifier le système, on va s'intéresser uniquement à quelques phages, on va se concentrer sur un pathogène intestinal qui est bien connu, qui est l'espèce Escherichia coli, et puis on va travailler avec des modèles animaux murins pour mieux en comprendre les paramètres qui gouvernent les interactions entre les deux populations antagonistes. Alors encore une fois, l'isolement des phages au laboratoire se fait toujours selon la même technique, via donc l'isolement à partir de sources environnementales, l'utilisation de boîtes de pétri, la caractérisation des bactériophages, et dans le reste des expériences que je vais vous indiquer, on a utilisé, dans la plupart des cas, un cocktail de 3 bactériophages différents pour pouvoir implémenter les chances que ces bactériophages puissent infecter les bactéries dans l'intestin. On va retrouver ici une expérience dans laquelle les 3 phages individuels ont été testés in vitro dans un modèle donc, de formation de biofilm. On voit que ce phage-ci n'est pas très efficace par rapport au biofilm, celui-ci est un peu plus performant, celui-ci il est dans la moyenne, mais par contre ce qui est intéressant c'est que le cocktail des 3 est toujours supérieur aux phages individuels, donc il y a un effet synergique de l'utilisation des 3 phages dans le modèle expérimental, qui permet donc de conforter le choix du cocktail. Alors le premier modèle expérimental qu'on a utilisé au laboratoire est un modèle dans lequel on utilise une pression antibiotique pour permettre aux animaux d'être colonisés par une souche d'Escherichia coli bien précise. Cette colonisation elle est stabilisée pendant 3 jours avant d'intervenir avec une dose de phage qui, dans cette expérience en particulier, était ajoutée dans l'eau de boisson des animaux. Donc à chaque fois que les animaux buvaient, ils recevaient automatiquement un peu de phage. On a regardé donc, dans le tube digestif des animaux 24 heures à la fin donc, de l'eau de boisson, et puis 3 jours après, lorsqu'on a remplacé l'eau de boisson par de l'eau qui ne contient plus de bactériophages, quelles étaient les populations virales et bactériennes. Quand on regarde les bactéries, eh bien, on s'aperçoit qu'à la fin du traitement, si dans l'eau de boisson on a un peu de phage ou une quantité plus importante, on voit qu'on a une corrélation ici par rapport à la diminution de la bactérie ciblée par les bactériophages. Donc clairement, les bactériophages sont capables d'aller trouver la bactérie dans le tube digestif et pouvoir ainsi l'infecter et réduire sa population. Par contre, cet effet il est temporaire, puisque dès qu'on arrête, 3 jours plus tard, on se retrouve avec donc, des animaux qui, bien qu'ayant été traités pendant 24 heures, retrouvent un niveau de colonisation identique au contrôle qui n'a pas de retenu, qui n'a pas été traité par les bactériophages. C'était une première indication que le système est certainement beaucoup plus complexe que le système tel qu'on avait pu le voir dans le modèle d'infection pulmonaire, où une fois que le phage avait commencé son action lytique contre les bactéries étaient finalement rapidement éliminées. Ici, on voit que les bactéries ne sont pas éliminées. Alors, il y avait bien sûr quelques biais dans ce modèle expérimental. On a développé un deuxième modèle expérimental en utilisant cette fois-ci une autre souche d'Escherichia coli, qui est une souche uropathogène. Le nouveau modèle expérimental repose toujours sur l'utilisation d'antibiotiques pour permettre la colonisation, mais on garde un temps ici d'espace de 3 jours, pendant lequel on a complètement arrêté les antibiotiques, et puis on n'a plus du tout d'antibiotiques qui sont donnés par la suite. Et après ce délai de 3 jours, on va pouvoir appliquer les bactériophages pour éviter que, éventuellement, les antibiotiques favorisent la multiplication de la bactérie. Donc dans ces conditions expérimentales, on a changé de protocole aussi, où cette fois-ci on n'est plus dans une
application des bactériophages dans nos boissons, mais chaque animal a reçu une dose précise de bactériophages. On a gavé individuellement chacun des animaux. Et on a gavé avec une dose qui est relativement faible, puisqu'on a utilisé seulement 60 000 particules virales, c'est-à-dire une dose quasi infinitésimale par rapport aux quantités de bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Et on s'aperçoit que sur les jours suivants, 24 heures, 3 jours ou une semaine plus tard, eh bien, on a une réduction graduelle du nombre de bactéries dans le tube digestif. Donc, clairement, le phage a été initialement introduit ici, et puis s'est amplifié, il s'est amplifié, il s'est amplifié, et au cours du temps, il a permis une réduction du niveau de colonisation de la bactérie dans le tube digestif. Donc, clairement, on peut encore avoir ici une démonstration que le bactériophage est capable de trouver sa cible et d'avoir un impact assez conséquent sur la densité bactérienne. On a par la suite développé un troisième modèle animal dans lequel on s'intéresse à une souche d'Escherichia coli qui est particulière. C'est une souche d'Escherichia coli qu'on retrouve très souvent chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Dans cette expérience, on a ici d'un côté les quantités de bactéries et de l'autre en parallèle les quantités de bactériophages. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'au cours du temps, on a bien une réduction de la quantité de bactéries dans le tube digestif qui est corrélée à une réduction du nombre de bactériophages. Donc les deux populations réduisent toutes les deux au cours du temps. On a beaucoup de bactéries, on arrive avec le phage se multiplie au détriment des bactéries, le niveau de bactéries diminue. S'il y a moins de bactéries, il y a moins de phage qui peut se multiplier, donc il y a moins de phage, il y a moins de bactéries, donc il y a moins de phage. On a une évolution parallèle des deux quantités. Ce modèle expérimental était assez intéressant à utiliser parce qu'on pouvait derrière observer un symptôme lié à la présence de cette souche, qui est un symptôme donc, de colite chez ces animaux. Et dans un protocole où on a testé un traitement préventif avant les premiers symptômes de colite et un traitement curatif après l'apparition des premiers symptômes de colite, on s'aperçoit que ces symptômes sont fortement réduits par l'action donc d'une application des bactériophages qui permet de réduire le niveau des bactéries dans le tube digestif. Et point encore intéressant, ici, 2 semaines après avoir initié les traitements qui ont été à jour 7 et à jour 10, on voit que 2 semaines plus tard, dans le tube digestif, on a toujours une quantité de bactéries qui est présente. On n'a pas éradiqué la population bactérienne, on a réduit fortement son niveau, et on a aussi en parallèle un niveau de bactériophage qui est relativement faible, mais qui est toujours présent, comme si les phages restaient un peu en sentinelle pour empêcher ces bactéries de recoloniser plus en avant le tube digestif. Alors ceci, ça nous a amené à poser la question, voilà, on est ici après 2 semaines d'introduction de phages dans un système où les bactéries et les phages sont en coévolution permanente, comment est-ce que ça se passe au niveau moléculaire entre ces différentes espèces? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on a établi un modèle bien spécifique pour pouvoir étudier ce point-là, avec 2 souches d'Escherichia coli différentes, une souche commensale et une souche pathogène, et un bactériophage particulier qui est capable d'infecter la souche pathogène, mais qui n'est pas capable d'infecter la souche commensale. Et donc on a pris ce consortium de 3 éléments, et on a placé ça donc, à la fois dans des fioles, pour regarder ce qui se passait in vitro, et à la fois chez les animaux, pour voir comment ça se passait dans un tube digestif. Donc le fait que ce bactériophage n'est pas capable d'infecter, c'est qu'il n'est même pas capable de reconnaître la bactérie. Et quand on met les deux ensemble, ils n'arrivent pas à s'accrocher, ils ne se voient pas. C'est comme si le bactériophage est complètement aveugle vis-à-vis de cette bactérie. Alors, on retrouve les 3 conditions expérimentales. La fiole, in vitro, la souris axénique, mais colonisée par les 2 souches bactériennes qui nous intéressent, le commensal et le pathogène. Donc, il n'y a que 2 bactéries différentes dans le tube digestif de ces animaux. Et puis, les souris à flore conventionnelle, dans lesquelles on a un microbiote complexe, plus les 2 souches d'Escherichia coli qui nous intéressent. Et au cours du temps, on a regardé l'événement qui consiste à récupérer des bactériophages qui vont avoir acquis la possibilité d'infecter la souche commensale. Et on s'est aperçu que, en fait, au cours de ces expériences, nous avons pu obtenir cet événement d'infection de la souche commensale uniquement dans la condition où on a des flores conventionnelles, donc un microbiote complexe. On ne l'observe pas chez les souris axéniques colonisées par les 2 souches, et on ne l'observe pas non plus dans les conditions in vitro. Alors on a caractérisé un peu plus en avant
quels étaient les déterminants moléculaires qui étaient responsables de cette adaptation. Et on a pu donc effectuer ce qu'on appelle une analyse des génomes, des populations des bactériophages qui étaient présents dans chacune des expériences. Et on a pu ainsi regarder sur le génome du bactériophage, qui est représenté ici, localiser quelles étaient les mutations qui étaient présentes chez chacune des populations de bactériophages, que ce soit in vitro, chez les souris avec seulement 2 souches, chez les souris à flore conventionnelle dans lesquelles on n'a pas observé l'adaptation, c'est-à-dire le passage du phage à la deuxième souche bactérienne, et chez les souris où on a pu observer cette adaptation, puisque cette adaptation, en fait, on ne l'a observée que chez 20% des animaux pour lesquels on a observé le phénomène. Donc ce n'est pas un phénomène automatique, c'est un phénomène qui est aléatoire et qui a lieu dans environ 20% des cas. Et quand on regarde en fait les populations et le positionnement des mutations génomiques, on s'aperçoit que chez ces souris où on a pu observer l'adaptation du phage à la deuxième souche bactérienne, il y a une mutation qui est présente systématiquement dans tous les génomes, donc qui est présent à 100% chez tous les phages qui sont capables d'infecter les 2 souches maintenant. Et donc c'est localisé dans cette protéine qu'on appelle la protéine GP91. Et cette protéine GP91 est en fait une protéine de fibre, c'est-à-dire une des protéines qui est symbolisée ici à l'extrémité du phage, qui est utilisée par le phage pour reconnaître spécifiquement la surface de la bactérie. Donc en faisant une mutation ponctuelle sur une de ces protéines, le phage va alors être toujours capable d'infecter son hôte primaire, mais il va acquérir la capacité d'infecter la deuxième souche bactérienne. Et c'est l'expérience qui est résumée ici, où on est parti d'un phage sauvage, on a généré des recombinants où il n'y avait qu'une seule mutation, et ces recombinants ont en effet acquis la capacité d'infecter la deuxième souche. Donc, une seule mutation est suffisante pour permettre au bactériophage de s'adapter à une autre souche. Donc vous voyez à quel point c'est extrêmement flexible pour un bactériophage de passer de l'état « je ne suis pas capable d'infecter une souche » à « maintenant je peux affecter une souche ». Une seule mutation ponctuelle permet de faire cette différence. Et ça renseigne sur la flexibilité en fait, des interactions entre les bactériophages et les bactéries au cours du temps. Alors, l'autre question qui était derrière, ici on a répondu à la question qu'est-ce qui est important pour le phage pour infecter la deuxième souche, c'est pourquoi en fait cet événement n'était possible que, et n'était observé en fait que chez les souris dans lesquelles on avait un microbiote complexe. On n'observait pas ça in vitro, alors qu'une mutation ponctuelle in vitro, on devrait pouvoir l'observer, on ne l'observe pas, et encore moins chez les souris où il n'y avait que les deux souches d'Escherichia coli. Donc, on a émis l'hypothèse que chez les souris conventionnelles où on a une flore assez complexe, il y aurait une souche intermédiaire par laquelle le phage capable d'infecter sa souche primaire, il serait capable d'infecter une souche intermédiaire pour pouvoir acquérir la capacité d'aller infecter la troisième souche. Et on a en effet isolé donc, des fesses de ces souris une troisième souche d'Escherichia coli qui est présente naturellement dans les intestins de souris. Et cette troisième souche, on l'a isolée, on l'a caractérisée, on l'a séquencée, et puis on a pu refaire l'expérience in vitro avec cette fois-ci les 3 souches. Donc on se replace dans une fiole et on va pouvoir mettre soit 2 souches, on a les différents jeux de 2 souches, soit les 3 souches, et on va ajouter seulement le phage initial dans ces conditions expérimentales pour voir s'il est capable donc d'acquérir la capacité d'infecter les 3 souches. Alors on s'aperçoit qu'au point de départ, ce bactériophage, il est bien capable d'infecter sa souche hôte, beaucoup moins bien la nouvelle souche murine qu'on a isolée. Vous voyez qu'il y a une différence quand même de 3 à 4 logs en termes d'efficacité, ce qui est extrêmement important en termes d'écologie. Quand vous avez un phage qui a 3 à 4 logs d'affinité inférieure à une souche primaire, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il s'amplifie sur cette souche-là lorsqu'il a cette souche-là à disposition, clairement. Et puis, au cours du temps, donc on a regardé à jour 7 et à jour 24 ce qui se passait dans les différentes conditions. On s'aperçoit donc à J7 qu'on n'a pas obtenu d'adaptation du bactériophage à infecter la souche FG1655. Par contre, à 24 jours, on a obtenu l'événement d'adaptation. Donc on a pu récapituler in vitro en mélangeant les 3 souches purifiées et le phage initial. On a pu récapituler l'événement de le phage s'amplifie sur une souche,
puis va aller sur une autre, et enfin sur une autre. Ils ont encore tous la vision. L'étape d'après, c'est d'essayer de modéliser en fait les différentes interactions entre les populations de phages et bactéries. Et cette modélisation permet de voir deux paysages, un paysage bactérien et un paysage donc, de bactériophages. Et quand il y a une probabilité de rencontre, il y a une augmentation donc, de la population de bactériophages qui va générer des variants. Ces variants vont acquérir la possibilité d'infecter d'autres bactéries et de saut en saut vont acquérir la capacité d'infecter des populations bactériennes de plus en plus diverses. Donc on a en fait une sorte de système ping-pong entre l'évolution des phages et l'évolution de la diversité du microbiote, l'un avec l'autre. Donc maintenant qu'on a un peu mieux fait le tour donc, des paramètres scientifiques qui sont derrière l'interaction des phages et des bactéries, aussi bien dans un modèle extrêmement infection aiguë où on peut directement voir l'efficacité du phage donc à traiter les infections et le rôle du système immunitaire dans ce type d'infection, en ayant regardé de l'autre côté l'écologie des phages dans le tube digestif et s'apercevoir que les dynamiques sont assez importantes, on peut se repositionner sur la question primaire, comment on va pouvoir mettre en place des traitements pour pouvoir venir en aide aux patients qui sont en impasse thérapeutique. Alors, aujourd'hui, pour pouvoir développer donc, des médicaments et des traitements, vous savez qu'on doit passer par les études cliniques. L'un des grands problèmes qu'on a dans le domaine de la phagothérapie, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'entreprises pharmaceutiques qui sont derrière la production de solutions de phages pour pouvoir mettre en place ce type d'essais cliniques. Et donc, on piétine et on n'avance pas sur la possibilité de pouvoir mettre en place ce type d'études. Les instances réglementaires sont elles aussi ennuyées par cette situation, puisque les instances réglementaires, en général, attendent des données cliniques pour pouvoir mettre en place une réglementation et sont aujourd'hui un petit peu coincées en manque de données cliniques pour pouvoir mieux contrôler et diriger donc, les applications thérapeutiques. Alors, tout ça, ça pose la question de savoir si on se dirige vers une application de phagothérapie qui va être uniquement personnalisée et on va traiter seulement les patients qui sont en impasse thérapeutique absolue, ou est-ce qu'on va pouvoir développer dans le futur des traitements plus génériques où on va s'apercevoir qu'à l'aide d'études cliniques, par exemple, le traitement d'infections urinaires ou d'infections cutanées par des bactériophages apporte vraiment un avantage par rapport au traitement classique. Donc ça pose derrière la question de la pertinence économique d'une application générique qui ne sera viable que si on arrive à démontrer qu'il y a vraiment un avantage à utiliser les bactériophages de manière plus générique. Et puis, il y a quand même une note d'espoir dans le fait qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est qu'aujourd'hui, malgré ces différents problèmes, les agences nationales, que ce soit en France ou en Belgique, ou on a vu aussi aux États-Unis, ont pris la décision d'autoriser ces traitements compassionnels pour les patients qui sont en situation très difficile. Alors, le nombre d'autorisations est extrêmement limité, hein, on n'est même pas une dizaine en France à l'heure actuelle, donc ça reste très faible, mais c'est quelque chose qui va permettre de faire avancer un peu les choses. Bien évidemment, c'est pas soutenable, on ne peut pas continuer à avoir ce type de situation sur le long terme. Et je vais terminer sur le remerciement donc, par rapport aux équipes, donc les membres de mon équipe qui sont impliqués dans ces différents projets, et puis bien sûr les différentes sources financières, et d'autres ici indications sur des sites sur lesquels vous pouvez retrouver des informations sur les applications thérapeutiques, notamment cette association franco-belge. Sur les virus en général, vous avez une société internationale de virus de microbes qui a été établie il y a quelques années. Et puis en France en particulier, on a monté un réseau donc, de scientifiques qui travaillent sur les bactériophages. Et l'adresse de ce réseau est très simple, c'est www.phage au pluriel.fr. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors je crois que depuis le début de la conférence, il y a certains sites
sont raccrochés. Il y en a plusieurs, 3 ou 4, je crois. Alors, si vous voulez, comme nous n'avons pas la liste là, nous allons donner la parole dans l'ordre d'apparition sur notre écran. Hein? Oui et non. Pardon, Bon, Pierre. Je je pense vous en qu'il prie. faut donner la parole à l'Institut Pasteur de Madagascar. D'abord, madame. Et on se déplace après vers la gauche. Je pense que ça serait un petit peu plus... Ah bon? Vous préférez commencer par madame? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on va se déplacer. On Vers ira l'Occident. voilà, vers l'ouest. On suit le fuseau horaire. En suivant la géographie. Alors là, Tout à fait. allons-y. Alors, à Madagascar. Donc Madagascar, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro. Merci beaucoup. Ouais. Oui, les autres micros, vous restez bien éteints, s'il vous plaît. Hein. Voilà, ça, c'est Alors, bien. Madagascar a son micro ouvert. On vous passe la Oui, parole. elle se déplace, c'est à cause de ça que ça fait du bruit. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair. C'est Guy, Institut Pasteur de Madagascar. Donc je voudrais juste une question. Pouvez-vous nous dire, est-ce que si on fait donc une phagothérapie, y a-t-il un risque que le système immunitaire de l'hôte, de l'humain, réagisse contre le bactériophage, Alors, en effet, c'est ou chez la souris en fait? oui, c'est un domaine dans lequel on est encore en pleine découverte, si je puis dire. Il faut bien réaliser que pour chaque bactériophage, donc qui est composé d'une capside et donc de protéines différentes, cette composition protéique, elle n'est pas uniforme. Donc chaque bactériophage va avoir sa propre signature, et donc potentiellement le système immunitaire peut reconnaître chacune de ces signatures différentiellement. Ce qu'on sait des études qui ont été effectuées jusqu'à présent, c'est que certains bactériophages sont plus immunogènes que d'autres. Or, on l'a vu à travers nos expériences, ceux que nous avons utilisés ne le sont a priori pas, ou très peu. Donc on n'a pas d'indication que ça puisse poser un problème. Par contre, on ne peut pas généraliser en disant que tous les bactériophages ne posent aucun problème. Il y a peut-être en effet certaines compositions de capsides ou autres protéiques des bactériophages qui pourraient poser problème par rapport à la réponse immunitaire et éventuellement la formation d'anticorps qui pourraient empêcher le bactériophage de fonctionner lors de traitement. Donc c'est vraiment je dirais le message clé du travail qui a été effectué jusqu'à présent, c'est qu'il va falloir prendre en considération un peu ce paramètre réponse immunitaire pour mieux contrôler l'application thérapeutique des phages. Mais comment le faire, ce n'est pas encore bien défini aujourd'hui. Madagascar. Ok, merci. Ça a été un petit peu troublé, donc... D'accord. Est-ce que c'est plus clair? Je peux avoir une deuxième question, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y. Oui. Et est-ce qu'on a en fait finalement, est-ce qu'il existe un catalogue justement de bactériophages avec leur spécificité par rapport à la bactérie, aux différentes bactéries? Est-ce que cela existe? Alors, il existe une collection officielle des bactériophages qui est une collection essentiellement scientifique, donc qui est disponible à l'Université de Laval au Québec, qui s'appelle le Centre de référence Félix Derel d'ailleurs. Donc ça, c'est une collection qui est scientifique. Après, il n'existe pas de répertoire international des phages disponibles, malheureusement. On pourrait éventuellement envisager la mise en place de ce type de collection. Il y a une initiative qui a été prise très récemment aux États-Unis pour pouvoir mettre en place ce type de répertoire, pour savoir où trouver des bactériophages qui sont capables d'infecter telle ou telle espèce bactérienne. Mais derrière, il va falloir aussi réaliser que même si, par exemple, à Madagascar, on a des phages contre Escherichia coli, ça ne veut pas dire que ces phages vont être efficaces contre la souche d'Escherichia coli du patient qui est à Yaoundé ou qui est à Paris. Hein, il y aura la nécessité d'aller devoir faire des tests. Hein, la première étape, c'est vraiment la nécessité de faire le test pour voir si la souche du patient va être sensible au bactériophage qui est choisi. Donc il y a de toute façon une étape préliminaire qui est importante, qui montre à quel point on est sur une approche de traitement antibactérien qui est complètement différente de l'approche classique avec les antibiotiques, où les médecins n'ont pas besoin de savoir quel est l'agent pathogène. Hein, ils vont appliquer le traitement antibiotique et ça marche ou ça ne marche pas. C'est à l'aveugle.
Et la plupart du temps, heureusement, ça marche. Mais avec les phages, on va être plutôt dans la situation inverse. Si on fait à l'aveugle, la plupart du temps, ça risque de ne pas marcher. D'accord. Donc, en fait, il y a des chances donc qu'un traitement par les bactériophages ne soit pas délétère pour la flore commensale. Alors ça, c'est le gros avantage qu'on met en avant sur l'utilisation des phages, puisque justement, ils sont spécifiques d'une espèce. Très peu de phages sont capables d'infecter deux espèces différentes. Et même à l'intérieur d'une espèce, les bactériophages sont en fait très spécifiques des souches. Donc vous n'allez pas avoir de dommages collatéraux. Et il y a quelques études qui ont montré que lorsqu'on fait les études de composition de microbiote intestinal, après application des bactériophages, on n'a pas vu de changement de composition de microbiote. Donc contrairement aux antibiotiques où on voit tout de suite des effets dramatiques. Donc ça, c'est l'un des gros avantages, c'est qu'on n'aura pas d'effet négatif sur les flores naturelles. Ok, merci. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Ok, donc on n'a plus de questions. Merci beaucoup. Oui, juste je rebondis, on comprend un peu la frilosité des industriels, alors parce qu'il n'y a pas d'industrialisation possible en somme, de phages. L'industrialisation, on l'envisage de manière plus pragmatique avec ce qu'on appelle l'établissement de cocktails. C'est-à-dire qu'on peut espérer qu'en ayant un assemblage de plusieurs phages, on va pouvoir couvrir un grand nombre de souches à l'intérieur d'une espèce. Donc on va pouvoir peut-être couvrir 70 ou 80 ou 90% d'une espèce en utilisant un cocktail de plusieurs phages. C'est très fluctuant en fonction des espèces bactériennes. On peut par exemple couvrir assez bien, c'est-à-dire à plus de 90%, l'espèce Staphylococcus aureus. On a beaucoup plus de mal à couvrir l'espèce Pseudomonas aeruginosa ou Escherichia coli. Donc là, il y a une dichotomie aussi un petit peu entre gram négatif, gram positif, puisque les enveloppes bactériennes sont différentes. Il y a aussi des spécificités par rapport à ça. Merci. Ensuite, on passe la parole à beaucoup, Yaoundé Madame alors. Oui. Yaoundé. Avez-vous des questions à Yaoundé, le centre AUF de Yaoundé? Oui, allô? Oui, On bonjour. vous entend très bien. Ok, bon, moi c'était un peu beaucoup plus sur la méthodologie que vous avez utilisée pour tester la compatibilité de votre bactériophage sur Pseudomonas ou E. coli. Oui. Eh bien, en utilisant uniquement E. coli dans tout ce que nous avons comme microbiome intestinal, est-ce que ce n'est pas extrêmement limité parce que nous avons là des milliards de bactéries et vous utilisez une seule espèce? Est-ce que l'approche que vous aurez dû utiliser n'était pas peut-être l'approche métagénomique pour essayer de voir un peu tout le comportement de cette communauté microbienne? Oui, alors on a effectué certaines études métagénomiques pour voir si, lorsque dans une souris où on a un microbiote complexe avec une souche d'Escherichia coli qu'on a implantée, avec des phages qui vont cibler que cette souche d'Escherichia coli, est-ce que le microbiote va changer en composition? Et on s'est aperçu qu'en fait le microbiote ne changeait pas en composition. Mais il faut bien réaliser que les méthodes de métagénomique sont extrêmement globales et peu résolutives par rapport à la finesse et la spécificité qu'on a entre un phage et une bactérie. Donc c'est comme si on regardait à deux échelles différentes. Qu'on va regarder de manière très précise le phage et la bactérie, et la métagénomique, elle va nous donner une vision globale qui n'est pas suffisamment résolutive. Donc on peut pas, en fait, les deux sont complémentaires. On ne peut pas dire que l'approche métagénomique va nous permettre de mieux observer ce qui se passe au niveau de l'espèce individuelle. D'autres questions à Yaoundé? Oui. S'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on fait l'analyse des génomes. Je n'ai pas très bien compris l'analyse des génomes. Alors, l'analyse des génomes par rapport donc, à ce que j'ai montré dans les populations de bactériophages, donc je vais peut-être revenir en arrière, c'est plus simple. Voilà. Donc en fait, dans les différentes expériences, ici, sur une boîte de pétri, avec la souche initiale donc, qui est permissive aux bactériophages, on a récupéré beaucoup de plages de lyse, donc plusieurs populations de bactériophages. On a tout récupéré, donc on avait plusieurs milliers de bactériophages, on a extrait l'ADN, et après avoir extrait l'ADN, on a séquencé ces génomes. On n'a pas séquencé individuellement chaque phage.
On a pris l'ensemble des phages qui sortaient de la condition A ou la condition B ou la condition C. Et donc après, quand on fait une analyse, on sait qu'on s'attend à retrouver le génome complet du bactériophage. Okay. Et donc, dans ce génome qui est la séquence de référence, qui est le génome sauvage, on va regarder si dans la population, on a des mutations ponctuelles, et si ces mutations ponctuelles sont peu fréquentes ou très fréquentes. Et donc on s'aperçoit que dans cette condition ici, on a une mutation qui est présente à 100%. C'est-à-dire que tous les phages individuellement avaient cette mutation. Par contre, lorsqu'on a cette mutation ici qui est à 50%, ça veut dire qu'un phage sur deux, en moyenne, avait cette mutation. Donc dès qu'on arrive à 100%, on sait que chacun des phages individuels a eu cette mutation. Le reste, on voit dans toutes les autres conditions, on a des choses qui sont toujours entre 20 et 50%, parfois un peu plus, mais on a uniquement ce type de situation dans des cas précis. Ce qui permet de mieux avoir une vision de quelles sont les mutations qui sont absolument essentielles et qui sont acquises par la totalité des phages dans la condition donnée. Donc cette mutation, c'était la plus importante. C'est pour ça qu'après, on l'a étudiée spécifiquement. Mais à côté de cette mutation, il y en a d'autres. Et on a séquencé après individuellement certains phages, on s'est aperçu qu'en effet, il y a toujours cette mutation, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est plus clair? Ok, merci bien. Moi j'ai une question. Vous avez parlé de succès thérapeutique avec la thérapie au bactériophage en Europe, aux États-Unis et quelques cas en France. Je voulais savoir quelles étaient les indications précises de l'utilisation des bactériophages dans ces cas. Alors, en France, il y a eu, je pense que les deux cas qui ont été traités sont des infections à Staphylococcus aureus. Précisément, je ne sais plus quels étaient les sites infectieux. Je pense que l'une, ça devait être une infection osteoarticulaire, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et pour les deux cas en Belgique et aux États-Unis, il faut reprendre la référence, c'est indiqué. Parce que je ne suis pas médecin, je m'en excuse, mais je n'ai pas ça par cœur dans la tête. Donc ici, on avait une infection du rein aiguë. Donc avec une septicémie, avec une infection à point d'entrée au rein. Et ici, on a pareil, une septicémie avec Acinetobacter. Donc là, il n'est pas marqué si c'est une infection, le point d'entrée de l'infection. Donc dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un traitement, et c'est ça le point le plus important, c'est qu'il y a eu un traitement par voie intraveineuse. Et ça, c'est vraiment un changement complet dans l'utilisation des phages jusqu'à présent, où beaucoup de gens avaient un frein vis-à-vis de l'utilisation intraveineuse pour des raisons de pureté de la préparation de bactériophage, puisque vous avez compris, un bactériophage, quand vous voulez préparer une solution de bactériophage, il faut pouvoir lyser des bactéries. Donc vous démarrez votre solution de traitement à partir d'un lysat bactérien. Donc vous êtes rempli en fait d'endotoxines potentielles. Donc vous devez purifier cette solution jusqu'au point où vous êtes sûr que le niveau d'endotoxine est relativement faible. Donc ça a été assez, je dirais, compliqué de pouvoir apporter des éléments tangibles sur ce niveau de purification, puisque les phages sont quelque part intimement liés un peu aux endotoxines bactériennes. Donc les gens ont été très prudents, mais force est de constater que ces traitements par voie intraveineuse ont été couronnés de succès. Alors ça ne veut pas dire que tous les traitements en intraveineux vont fonctionner, mais ça veut dire qu'au moins, d'un point de vue pratique, on peut envisager ce type de traitement lorsque le patient et l'état du patient le requièrent, ce qui est beaucoup plus efficace, probablement, qu'un traitement local, qui est le traitement pratiqué le plus souvent, par exemple, en Géorgie ou en Pologne. Quand tu dis local, ils ont mis des excipients sous forme de pommade qu'on applique? Ça peut être des pommades quand c'est cutané, ça peut être directement des drains sur des infections articulaires, ça peut être du nettoyage de plaies et aller au plus proche du site infectieux pour, en général, mettre une application, une solution liquide. Et les infections type gastro et entérique? Alors en gastro-entérique, oui, on fait, oui, même les gens voient, hein, tout simplement. C'est
toujours des bactéries multirésistantes. Alors aujourd'hui, dans les cas compassionnels, ce sont des cas où on n'a pas de traitement antibiotique qui fonctionne. C'est la seule porte d'entrée aujourd'hui au traitement autorisé. On ne peut pas, pour une infection, je dirais, bénigne, bénéficier d'un traitement par les phages puisque les antibiotiques devraient fonctionner. Donc c'est vraiment les impasses thérapeutiques qui sont aujourd'hui uniquement envisagées en traitement par les phages. Merci. Merci. Ok, merci bien. Question à Yaoundé? Bon, très bien. On va passer à un autre centre. Tout à l'heure, j'ai aperçu le Gabon. Le Gabon a disparu. Mais on a le Togo. Il y a le Togo, mais il est plus à l'est, hein, parce Oui, que mais- vous avez pinaillé sur l'ouest et l'est. Parce que le Gabon d'abord. Il n'y a plus le Gabon. Mais en fait, oui, on Non. a- Alors le Togo, Lomé. Lomé. Il y avait la Côte d'Ivoire aussi tout à l'heure. Ils sont- Oui, allô? Oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup. Et félicitations pour le travail. Merci. Moi, ma question, c'est de pouvoir voir quelles sont les possibilités d'effectuer des études pareilles dans les pays africains. Alors, les études, elles sont possibles dans tous les pays, il n'y a pas de limitation. Le premier niveau d'intérêt, c'est quand on parle d'une étude clinique, hein, bien sûr, c'est d'identifier une population de patients qui soit suffisamment bien documentée. Et derrière, il faut trouver un partenaire qui va pouvoir vous fournir une solution de phage qui puisse répondre aux aspects réglementaires qui ont lieu dans le pays en question, hein, et donc qui soit produite selon les paramètres qui sont appliqués par les agences réglementaires du pays. Donc c'est un dialogue qu'il faut entamer avec les agences pour leur demander comment mettre en place ce type de traitement. Donc vous pouvez essayer de regarder dans la littérature, il y a récemment un article qui vient d'être publié par des équipes en Belgique sur justement ce partenariat entre l'agence réglementaire belge, un centre national de fabrication des solutions de bactériophages et l'hôpital militaire Queen Astrid, qui est le lieu où sont pratiqués les traitements bactériophages en clinique en Belgique. Donc à partir de ces informations-là, vous devriez pouvoir entamer des discussions avec vos agences réglementaires dans chacun des pays. Et une fois que vous avez reçu, je dirais, un intérêt de la part des agences réglementaires pour pouvoir mettre en place ce type d'études, eh bien, il faut aller frapper à la porte de différentes, soit des start-up, il y en a quelques-unes aux États-Unis, quelques-unes en Europe, qui seraient intéressées pour produire les bactériophages sur place ou produire à l'extérieur et puis faire un transport de bactériophages dans le pays en question. Donc il y a vraiment les trois partenaires qui sont nécessaires. Il faut un point de production, une agence réglementaire qui va autoriser, et puis un hôpital qui sera l'endroit où l'essai clinique sera effectué. Donc il n'y a pas de barrière insurmontable. Par contre, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Ce qui aujourd'hui est capable d'être réalisé en France ou en Belgique, ça a pris plus que 5 ans. Donc il ne faut pas imaginer que voilà, on est aujourd'hui au mois de février 2018. L'année prochaine, au mois de janvier, vous allez pouvoir démarrer votre essai. Je pense que ça, c'est pas réaliste. Mais il faut engager les démarches aujourd'hui. Il ne faut pas attendre parce que ça ne va pas tomber du ciel. Est-ce qu'il y a eu une étude épidémiologique justement pour les variétés de phages d'un continent à l'autre? Évidemment, ce ne seront pas peut-être... Les phages sont partout les mêmes et sont partout différents. En fait, on a isolé des phages au laboratoire à Paris, donc, qui étaient les premiers phages d'une espèce nouvelle qui ont été décrites. Dans les 3 ans suivants, on a trouvé des collègues en Côte d'Ivoire, en Chine, au Japon, en Allemagne, qui ont trouvé des phages qui étaient quasi similaires à ceux qu'on avait isolés. Donc en fait, les phages se répandent dans l'environnement très facilement et on peut retrouver, et ce n'est pas spécifique à notre observation, d'autres personnes ont déjà observé, les mêmes phages sont partout pareils, mais tous différents. Par exemple, on n'a jamais séquencé 2 fois le même bactériophage. En termes de séquence génomique, on n'a jamais réussi à faire ça. Parce que justement, il y a des variations dans le génome qui sont assez fréquentes et qui fait qu'on n'est jamais arrivé à avoir 2 phages identiques.
Bien, merci. Une autre question? Oui, d'autres questions? Une autre question? Non? Alomé? Oui, oui. Ma deuxième question, est-ce que les phages ont un impact sur les personnes qui les manipulent au laboratoire? Alors, jusqu'à preuve du contraire, non. Donc, je peux témoigner. Non, non, il n'y a pas de... Les bactériophages sont vraiment reconnus comme étant inoffensifs, parce que justement, on a cette spécificité extrêmement étroite entre le phage et la bactérie. Il est plus dangereux de manipuler la bactérie que de manipuler le bactériophage. Puisqu'en général, quand on cherche des bactériophages pour faire des traitements, on est obligé d'utiliser et de manipuler des agents pathogènes. Et donc, il faut prendre plus de précautions pour manipuler la bactérie que pour manipuler le bactériophage en lui-même. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, la Côte d'Ivoire a disparu, je crois, j'ai aperçu. Alors, on va peut-être pouvoir passer en Tunisie avant de franchir l'Atlantique. En Tunisie, vous avez une question? Salut. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Oui. Non, il n'y a personne, c'est pas la Tunisie qui parle. Il y a personne. Si, la Tunisie, là. Ouais. Est-ce que la caméra passe pas, mais... Ah, on a l'image figée. Ouais. Oui, image figée. La Tunisie, vous êtes en ligne? Oui. Allez-y, posez votre question si vous en avez une. C'est pas la question que je peux poser une question. Non. Ok, alors c'est par rapport à l'efficacité thérapeutique des bactériophages, de la thérapie par bactériophages sur les biofilms. Est-ce que c'est des biofilms de collage? Oui. Alors, il y a plusieurs études qui ont montré que les bactériophages sont en effet capables d'infecter les bactéries.